Ouais, c'est ça. Eh, vous êtes quand même pas trop pressé dessus pour les numéros de ces Jeeps là. On avait attendu, hein. Les aventures immatriculées. 1, 2, 3. Non, ça c'est le... Ah, ça c'est le... T'as le bouchon sur mon objectif, c'est Pour la télé. Ça route. Toujours en retard, vous faites 15 pas. Ça risque de monter au colon, hein. On s'arrête à la station. Oui, oui. On tourne. Hé, la Bernadette c'est tout le temps comme ça. C'est pas le moment. On n'a pas fini de reprendre. Oh ouais, avec tes pattes encore, avec le fur et à mesure. C'est pour rendre hommage à ces défenseurs oubliés que le Maginot Jeep Memorial a été organisé. Et actuellement un lourd tribut à l'oubli. Un peuple qui oublie son histoire perd son identité, disait le président de la République. Le Maginot Jeep Memorial a l'ambition d'attirer l'attention de la génération d'après-guerre sur l'importance qu'il y a à ne pas oublier ce que l'histoire et la géographie d'aujourd'hui ne mentionnent même plus. Et quoi de mieux que de conduire cette découverte à bord d'un véhicule 4 ans plus tard, l'image de la Jeep s'inscrivait à jamais dans le regard de ceux qui les ont croisés pour la première fois sur... Qui connaissent moins ce qui s'est passé, qui connaissaient moins il y a quelques instants ce qui s'est passé ici à Villiers-la-Ferté. Un remarquable
court et raccourci à la fois de l'histoire. Alors vous savez que l'année 1990 a été une année forte pour ce site de Villers-Ferté, puisqu'il a été retenu par les pouvoirs publics comme l'un des sites qui bénéficiaient ou qui étaient retenus pour des cérémonies nationales qui se sont déroulées il y a maintenant tout juste 3 mois. 8 mai 1940, ça doit être pour l'histoire de France une date atroce. Imaginez un lieutenant comme moi à ce moment-là, de 25-26 ans, instituteur, commandant ces 2 blocs que vous voyez là, est enfermé avec 104 ou 107 hommes, peu importe, dans cet ouvrage, et puis attaqué de toutes parts parce que c'était le premier ouvrage de la ligne Maginot. La trouée de Sedan, les Allemands, et puis ils sont rapidement submergés. Et les troupes d'intervalle se replient les unes après les autres. On essaye de monter au dernier moment une contre-attaque solide, menée par le général Lucien, que j'ai connu à Saint-Cyr. Il commandait Saint-Cyr quand j'y étais élève. Et cette attaque, il l'a reportée de 48 heures. Les lignes téléphoniques ont été coupées pendant 24 heures. On leur a dit ne téléphonez pas avant telle date, c'est remis en état, mais ne téléphonez pas. Lieutenant Bourguignon ici au fond, avec ses hommes et combattants et les fantassins allemands venant sur les dessus d'ouvrage pour attaquer ces entrées, ces créneaux, pour mettre des explosifs sur la tourelle que vous avez vu tout à l'heure, qui est basculée, c'est pas de la rigolade, c'est basculé par des explosifs allemands. Et puis un des créneaux d'entrée percé là-bas, la fait couper les gars, et tout le monde se replie dans la galerie souterraine, une galerie à 35 mètres sous terre qui relie les 2 blocs. Et là, les gens essayent de survivre, le bloc ici tient encore un peu, puis petit à petit, les 2 blocs s'en vont dans la galerie. La galerie, c'est un petit couloir d'1 mètre de large, où les 105 hommes sont entassés là-dedans les uns sur les autres, avec le masque à gaz sur la figure, et qui commencent à étouffer. Et on a tout le temps de téléphoner encore un tel, ils sont morts asphyxiés. Le lieutenant Bourguignon essaye de téléphoner à ses supérieurs qui lui répondent « Vous connaissez vos consignes », tenir sans esprit de recul jusqu'à épuisement des munitions, jusqu'à épuisement des vies. Vous avez encore des munitions? Oui. Alors vous savez ce que vous avez à faire. C'est dur. Les drames, il y en a. Alors je pense que vous avez bien fait de commencer votre pèlerinage ici, par un instant de recueillement. Puis par un instant un peu de sérieux, pour rendre hommage au-delà de la Ferté à ceux qui, jusqu'à Menton, et particulièrement dans l'Est, ont tenu la ligne Maginot pour sauver l'honneur de la France. Toujours en panne, jamais crevé. Ah oui. Je pense que c'est une partie de joie, mais aussi une découverte. Et je pense qu'au travers de ce mémorial Jeep Maginot, au travers de cela, il peut y avoir un message qui se transmet. Ce message à la gloire des soldats de 40 qui maintenant sont disparus à 60% probablement. Hein. Et les survivants ont mon âge, c'est-à-dire des vieillards. Tu me dis pas le contraire, tant pis. Hein. Pour l'instant, tout se passe très bien. Le problème, c'est que la Jeep, c'est un véhicule qui est quand même relativement ancien.
Et on risque tout au long de l'itinéraire, puisqu'on a 2000 km environ à parcourir, dont une grande partie dans la montagne, on risque certainement de rencontrer des problèmes mécaniques. Et en 1944, quand ils ont fait sauter le magasin, la porte s'est fermée. Et regardez ce qui est arrivé, elle est pliée. C'est le souffle d'air qui a plié la porte. Pour vous. Vous dire l'importance du souffle dans une explosion. Hein, vous auriez été à ma place, vous décollez dans le fond, vous ramassez avec une cuillère. Les gars faisaient des primes à force d'entendre des explosions, vous voyez. Alors là, imaginons, c'est 30, 35, 40 mètres, les galeries en dessous. Hein. Alors les caisses de munitions prenaient le monte charge comme nous. Des études qui vont apparaître. Là, si tu là, ça rentre dans le béton. Attention, il va tirer dessus. Il a les deux yeux. Il a pas eu de canon. On n'est pas encore en hiver. On est en été. Les Allemands qui ont fait des essais après la guerre, des essais de pénétration, de charge creuse, etc. pour essayer de faire sauter des choses. Mais si tu veux t'écarter un peu, voilà ici, tous ces impacts-là, chaque impact, c'est un obus qui est arrivé là. Mais quand on réunit, quand tu réunis une équipe aussi sympathique soit-elle comme la vôtre, ça risque de poser des problèmes. Vivre ensemble, c'est pas évident. Alors je vous donne l'expérience que j'ai eue, s'il vous plaît monsieur. Je vous donne l'expérience que j'ai eue moi-même ici. 80 hommes qui venaient de Tourcoing, de Paris, de l'Est, de l'armée d'actifs, de l'armée de réserve, etc. Et puis on dit à Émile Chournet, ben voilà, tu te débrouilles avec tout ça. Il faut se débrouiller avec. Mais il y a une seule chose importante dans tout ça, c'est l'esprit d'équipe. Vous n'avez pas un objectif très précis, vous ne voulez pas reconquérir l'Italie, je ne pense pas, mais vous avez un objectif précis, c'est de vous distraire ensemble pendant 15 jours. Et il faut le faire. Mais n'importe quel objectif qu'on ait, si on n'a pas l'esprit de convivialité au départ, ça ne peut pas marcher. Alors je vous recommande très instamment, non pas que j'ai des raisons de le recommander, parce que je pense que votre équipe est bien soudée, mais qu'il faut faire des efforts, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, même des vieillards comme moi, si on veut s'accorder ensemble, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. S'il y en a un Chournet qui tombe dans un fossé de diamant à 4 mètres de profondeur, il faut qu'il y en ait d'autres qui aillent le ramasser. Donc je rigole, je plaisante, mais je pense que c'est une affaire extrêmement importante. Les jeunes et les moins jeunes, retenez bien ça, on est au service des autres. Et à cette condition-là, ben, ça marchera, ce sera super. Et j'attends que vous me donniez un compte rendu de votre équipé et que tout bien marche. Il y aura des pépins, il y a des moteurs en panne, il y a ceci, il y a cela. Il y a des femmes qui sont insupportables. Des hommes aussi. Il y a des gosses qui ont envie
Il y a des gosses qui ont envie de pisser quand c'est pas le moment. Pas que les gosses, hein. Encore les femmes. Mais vous verrez que tout ça. Mais de toute façon, je vous souhaite un très bon équipier. Je vous remercie de m'avoir supporté hier et aujourd'hui. J'en ai été très content. De toute façon, tout seul, on n'est rien. Oui, d'accord. Et puis au retour, on viendra prendre l'apéritif chez vous. Voilà. Non, le message que je viens transmettre, c'est de transmettre que la ligne Maginot, c'est pas tout est vendu. Non, mais justement, Exactement. Et que ça, vous pouvez le répercuter avec les moyens que vous avez, vous, hein, de dire que les combattants de la ligne Maginot, c'est pas la débâcle, c'est pas la débandade, c'est pas la déroute. Hein, c'est des gens qui en voulaient et qui en ont voulu jusqu'au bout. Bien, on y va. Dépêche. Allez, on se presse. Excuse-moi. Peu. Hein, c'est un pâturage, il faut respecter. Il y a eu 2 Colombiens qui se sont promenés en limite du camp avec du papier à cul. Il ne faut plus que ça recommence. S'il y a un auteur qui a une envie quelconque pressante nocturne qui peut résister, il faut qu'il prenne sa pelle le lendemain en vitesse avant que les autres ne reviennent. De façon à ne pas laisser une trace comme ça. Donc c'est à peu près à 7 km là. Ensuite on a environ 7 à 10 km de chemin. Là, ça va couler à côté, mais je crois.
On passe voir mon torche. Ça tourne. C'est l'histoire du petit chaperon rouge. Il est dit tire la chevillette et la porte chez la rage. Alors on tire, et puis la porte. Et voilà. La chevillette. Quel âge t'es là? Combien de mains sont passées là-dessus? Oh là là, c'est dingue. Et fier. Et on fait pas ce qu'il y a d'autre. Ah, il y a des machins. Oui, prends aussi. Ah, vaut mieux assurer, hein. Et on prend le prendre. C'est un amour. Arrête
le maillet. Oui, on ne sait jamais. C'est après la libération de la France, c'est-à-dire à partir de tout l'hiver 44-45, et après ça bouge. C'est toi. Tu demandes rien. Voilà, comme ça tu bouges moins.
l'armée italienne. Les Versalières. Les grandes plumes. Les fils en courant. Ah, ils arrivent, hein, allez, Douma. Douma dessus. Prendre le même et arriver par le même chemin de traces de ravitaillement. Et ils l'ont surpris là aussi, ils l'ont construit avec des prisonniers. Mais ce sont des combats. La Savoie a été occupée immédiatement par les armées de France, par Kellermann en particulier, qui est rentré à Chambéry. Et il y a eu des combats sanglants, en particulier dans la Haute-Maurienne, avec les troupes savoyardes de Tarbes et Piémontaise, et les villages de Kermignon, de Lansecourt, et également sur le Favorite, de Fort de la Traversée, la France brûlée, dont est battu à la baïonnette avec les C'est quoi ces sous? Avec des cendres. Ça sera pour la tendance celle-là. Alors ça c'est de la pizza au feu de bois où je m'y connais. Il n'y a plus de place. Pas trop vite. C'est là qu'il renverse. Si tu veux manger chaud, faut aller vite. Pas dedans, moi je. Mais c'est vrai que ça change. C'est avec la température extérieure. J'en ai pas parce que bah si, mais quand on entend.
Autant avoir le Essayez de replier la carte, vous allez Ça fait rien au début. Faut prendre l'épaule, hein. D'accord. Tu vas laisser la tête. T'as une pelle,
Différence de température. C'est un coup à prendre. Ils sont contents. Là, je te dis, c'est encore une boule de feignant qui est là sur le volant. Non, mais c'est surtout la soupape d'échappement du premier cylindre hein, qui est... Alors celle-là, elle a changé parce qu'elle est voilée, on peut pas la récupérer. Hein. Ouais, tu verrais la chance d'avoir déjà ça. Bah, mon pauvre vieux à Saint-Miel, il n'y a pas un garage comme ça. Ils ont les jeeps en maintenance, comme ça? Oui. s'étendait vraiment jusqu'à la Méditerranée. L'ouvrage du Barbonnet ici en est une preuve. D'autre part, on s'est rendu compte que les ouvrages de la ligne Maginot étaient situés bien souvent dans des sites magnifiques là aussi, dans des endroits auxquels on a été obligé d'accéder par des chemins vraiment difficiles. Hein. D'autre part, on avait des inquiétudes au niveau de la Jeep, puisque le Maginot Jeep Memorial, c'était aussi la Jeep. Et finalement, elles ont bien tenu le coup. Il y a eu quand même des problèmes mécaniques sérieux. Je tiens ici à féliciter l'équipe d'assistance mécanique qui a fait un travail formidable, puisqu'ils ont travaillé pratiquement jour et nuit pour pouvoir amener les 11 Jeeps à destination. Des souvenirs de gloire, parce qu'on a combattu uniquement pour l'honneur, puisque toute l'armée française était à peu près à Cuillà à ce moment-là, et qu'on a combattu jusqu'après l'armistice, simplement pour l'honneur. On parle de la ligne Maginot à des Français, c'est égal débandade. La débandade, il n'y en a pas eu. Il y a eu 500 000 hommes qui se sont repliés sur ordre, sans aucune préparation, qui se sont pas dévêtus pendant 8 ou 10 jours, qui ont combattu de jour, qui ont marché de nuit, qui n'ont pas mangé. Il y a eu des tués, il y en a eu des milliers de tués. Mais une autre partie de la ligne Maginot, c'est ceux qui sont restés dans la forteresse, dans les ouvrages. Alors, pour moi, on n'en a pas parlé du tout, parce qu'on a voulu effacer la guerre de 40 pour effacer la honte. Et c'était pas la honte. Voilà, ce qu'il faut dire 40 ans après ou 50 ans après, c'est qu'il y a eu de l'honneur, il y a eu des combats,
simplement pour la gloire et pour défendre l'honneur de la France. Comme son camarade Vaillant qui était à l'Insoling à côté, des personnages qui nous apportent beaucoup de témoignages, beaucoup d'enseignements, et puis qui font que la ligne Maginot c'est quelque chose pour nous, c'est quelque chose de constructif, ça nous apporte énormément sur le plan culturel puisque on était ignorants. Depuis 50 ans que je traîne ma vie comme ça, j'étais parti avec des idées de 7 ans, d'un gamin de 7 ans, qui n'ont pas évolué depuis 40. Et puis d'un seul coup, la ligne Maginot, pour moi, c'est une révélation. Et puis l'histoire de la ligne Maginot, c'est devenu vraiment quelque chose que je ne savais pas. Hein, ils se sont battus, on voit des traces, nous avec nos jeeps, on arrive maintenant à connaître un petit peu les rôles, on dit, oui, effectivement, ils se sont battus. Ça ne sont pas des personnages qui ont fui devant l'Allemand, comme on le pensait en 40. Moi, avec ma mémoire de gosse, je pensais que la ligne Maginot, c'était des fuyards. Ils avaient fui devant l'ennemi, alors que c'est faux. Ils ont tenu jusqu'au 25 juin à 0h35, heure de l'armistice avec les Italiens. Hein, et chose que les Français ignorent. Vous prenez n'importe qui, vous vous posez la question de la ligne Maginot, pour vous, qu'est-ce que c'est? Hein, des gens qui se sont sauvés, alors que c'est faux. Et nous, on le découvre et on veut le faire savoir. On n'a jamais ni décidé de se rendre et on ne s'est jamais rendu. Jamais. Comment le combat s'est terminé? Le combat s'est terminé par la force de l'armistice qui a été signé. Nous avions des petits postes portatifs, non pas à transistor parce que ça n'existait pas, mais branchés sur l'électricité, qui nous a avertis de l'heure exacte de l'armistice. L'heure exacte de l'armistice était le 24 juin à 18h35 avec prise d'effet 6 heures plus tard, c'est-à-dire à 0h35 le 25 juin. Le 25 juin à 0h35, toutes les armes de ce bloc tiraient encore à plein rendement par des dernières salves. Les Allemands en ont fait autant, et à 0h35 précise, on a arrêté les tirs. Mais jamais il n'a été question de reddition d'un ouvrage. Ni le commandant de bloc, ni le commandant qui commandait à côté, ne sont jamais posé la question, on n'a pas été dans les situations telles qu'il fallait se rendre. On aurait pu durer le combat encore quelques jours, quelques semaines, peut-être, on ne sait rien. Mais en tout cas, il n'était pas question de se rendre. Alors je vous dirais tout simplement que un ouvrage est commandé, entre guillemets, par un chef, il en faut bien, mais un ouvrage ne peut se défendre que s'il y a un esprit familial, un esprit convivial, et que dans cet ouvrage que je commandais ici, tout le monde était sur le pied d'égalité, on ne se posait pas la question, tu fais ci, tu fais ça, on le fait parce qu'il faut le faire pour rendre service à son camarade. Le commandant d'ouvrage était très souvent tireur à la tourelle, parce que le chef de tourelle n'était pas disponible, donc c'était simplement un esprit de camaraderie, d'équipe, et tout le monde se défendait sur le même pied. Je vous dirais aussi, et c'est important de le dire, que les hommes qu'on commandait ici, les 80 hommes, il y en avait le tiers qui était du pays, c'est-à-dire des environs immédiates, un tiers de Parisiens et de Lillois, et puis un tiers qui faisait l'heure active. Mais il n'y avait pas de différence entre les trois tiers, même si la langue n'était pas la même. Celui-ci ne parlait pas tout à fait la même langue, le dialecte Moselle. Au fort de la Tura, 48 heures après l'armistice, les Italiens n'étaient encore pas arrivés aux portes du fort. Les gars ont sorti du fort avec les honneurs de la guerre
Et les Italiens leur ont présenté les armes au fort de l'Essayon, là, en passant. Avec armes et bagages. Hein. Ils n'auront rien pris, ils ont laissé descendre les détachements.